Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Gornieu au service municipal des archives de la ville de Briançon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, j'ai évoqué dans un article précédent l'avenue de la Gare, ou aujourd'hui avenue Général de Gaulle. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus en détail de ce qu'on appelle le quartier de la Gare et surtout la construction, la genèse de la construction de la gare à Briançon, l'arrivée du train. Donc tout ça commence au milieu du 19e siècle, puisque en fait il faut attendre quand même donc l'initiateur en fait du chemin de fer en France, c'est Louis-Philippe. Donc on est entre 1830 et 1848. Ah oui. On va avoir les premières lignes de chemin de fer, et là où on va avoir un gros progrès, on va construire de plus en plus de lignes, ou en tout cas les plus gros projets de tracés de lignes vont commencer à émerger, c'est sous le Second Empire. Napoléon III qui en fait un grand admirateur de ce qui se fait au Royaume-Uni, en Angleterre, et qui va essayer de développer en France sur le modèle anglais le même système. Donc en 1856, Briançon et plusieurs communes de l'Isère vont s'opposer à un projet de liaison de la France et de l'Italie par Lyon et par la Savoie, puisqu'ils jugent que ce projet déjà ne leur bénéficie pas. Ils jugent ça que c'est anti-français et anti-national. Aïe. Donc on va, par rapport à cette opposition, deux projets de ligne vont être envisagés, deux projets de ligne qui vont quand même, on va dire, intéresser l'Isère et les Hautes-Alpes. Et surtout, en fait, c'est deux projets de ligne qui vont englober aussi une liaison avec l'Italie. Le but principal, c'est de relier l'Italie, d'avoir, que ça soit d'un point de vue surtout économique, d'avoir un intérêt à relier ces deux pays-là qui sont quand même... alors ces deux pays, donc l'Italie est quand même une nation assez jeune, donc la réunification est en 1860, mais à partir de 1860, en fait, ça devient un acteur commercial principal. Plus facile pour les marchandises. C'est exactement ça. Donc le premier projet de ligne, ça va être donc de relier Grenoble-Montgenèvre, puis l'Italie, par le Bourdoisan et le Lautaret. Donc il y a un projet de passage sous le col, et même aussi, passage sous le col du Lautaret, mais aussi on va dire que la deuxième alternative, c'est aussi peut-être de passer sous le col d'Arcine. Donc là, on passerait, on est en plus au-dessus du Lautaret. Ça paraît titanesque. Le deuxième projet, lui, va suivre la vallée du Drac. Donc c'est Grenoble-Gap. Et ensuite Gap jusqu'à Montgenèvre, et relier pareil l'Italie, Montgenèvre, Italie. Donc c'est plutôt l'option numéro 2, le deuxième projet qui va être retenu, et qui va commencer à être réalisé, puisque le premier tronçon, en fait, Grenoble-Gap, va être réalisé par la fameuse compagnie PLM, dont j'ai évoqué, donc qui est Paris, Lyon, Marseille. Et ensuite, le 10 juillet 1883, on va avoir l'ouverture du tronçon Gap-Mont-Dauphin, puisque l'objectif, en fait, c'est de remonter petit à petit et d'arriver jusqu'à l'Italie. Et puis, entre 1883 et 1884, on va dire que la suite des travaux continue, et on va avoir les travaux de la ligne, donc du coup Mont-Dauphin-Briançon, et on va avoir 1500 ouvriers qui vont travailler pendant à peu près un an, dont majoritairement des Italiens, et qui vont amener le train jusqu'à Briançon. Le 15 septembre 1884, c'est rapide parce que il y a beaucoup de main d'œuvre.
Et puis, franchement, il y a une urgence, hein, et voilà, et c'est une demande qui émerge de la part des élus locaux, et puis je pense qu'au niveau national aussi, on a envie d'avoir un projet de ligne qui relie l'Italie par le sud, puisque finalement en fait l'ouverture de cette ligne entre Grenoble et Gap va permettre aussi de développer la ligne qui va partir de Gap jusqu'au sud, jusqu'au moins à Marseille. Donc après, c'est des liaisons ferroviaires qui vont amener des marchandises, aussi des échanges, on va dire humains, puisque on va avoir aussi du transport pour le public. Peu de tourisme encore à l'époque. Alors, pas encore. Mais ça va y venir, ça va venir c'est une des raisons pour laquelle aussi le et train. Et pour l'asthme, les gens montaient peut-être aussi. Je vais l'évoquer ensuite. Donc le 15 septembre 1884, on va avoir l'ouverture de la ligne Mont-Dauphin-Briançon avec 3 trains par jour pour aller à Gap. Ah, quand même. Donc finalement, en fait, la gare, elle est aménagée entre. Autant que maintenant. Elle est aménagée entre 1880 et 1884. Cependant, il y a quand même un petit bémol, c'est que les Briançonnais sont pas forcément satisfaits parce qu'il n'y a pas de raccordement avec l'Italie, et puis surtout en fait la gare, on va l'aménager à Sainte-Catherine et pas là où ils voulaient qu'elle soit aménagée. Puisque lorsque le premier débat de l'emplacement de la gare, les habitants, eux, veulent qu'elle soit au Champ de Mars, proche de la vieille ville, puisque c'est le centre, c'est un peu, même si petit à petit, on va dire que le centre économique va se déplacer plutôt à Sainte-Catherine. En 1880, on est on va dire, au tout début de l'exploitation de l'usine de la Chappe, et la vieille ville reste quand même le centre économique de la ville de Briançon. Faut monter la chaussée aussi. Sauf qu'il faut prendre en compte aussi l'aspect militaire, puisque vous allez avoir l'aménagement, en fait les casernes. Alors il y a les casernes, et puis il y a les forts, et puis en fait il va y avoir l'aménagement d'un téléphérique qui va relier en fait la gare, le quart proche de la gare au fort des Têtes, et puis ensuite il y a celui du Randouillet. Donc acheminement de marchandises pour les de marchandises ou de ravitaillement pour les militaires qui sont stationnés dans les forts. Et puis surtout, ça va bénéficier, l'emplacement de la gare va très vite, on va décider très vite que ça soit à Sainte-Catherine. Si c'est pour l'usine de la Chappe, pour que aussi on achemine les marchandises jusqu'à l'usine. Donc voilà, donc les habitants de Briançon sont pas forcément satisfaits parce qu'ils ont peur qu'il y ait un ralentissement du commerce en vieille ville. Voilà, mais en tout cas, son emplacement, il est très stratégique d'un point de vue militaire et économique en fait finalement. Et puis petit à petit, avec le développement de Sainte-Catherine, finalement, on va très vite oublier le fait que la gare elle soit à ce niveau-là. On va très vite oublier, mais quand même plutôt après la Première Guerre mondiale, puisque jusqu'en 1905, les habitants ils réclament quand même la construction d'une deuxième gare. Et pour aménager cette deuxième gare et pour relier les deux gares, il est alors envisagé de créer une ligne de tramway électrique qui relierait la gare à Sainte-Catherine et la porte de Vignerolles. Le projet, il va être abandonné en raison du début de la Première Guerre mondiale, qui va en fait c'est plus la priorité, et puis surtout financièrement on peut plus supporter un tel projet, puisque la priorité c'est quand même l'effort de guerre, et voilà, donc il y a d'autres ambitions qui sont quand même plus importantes. Le raccordement du coup un peu avec l'Italie, où est-ce qu'on en est? Alors c'est souhaité des deux côtés de la frontière, sachant que finalement la France et l'Italie vont être reliées par un tunnel, c'est le tunnel du Fréjus. Donc tunnel ferroviaire dans un premier temps. Immense.
qui est terminé en 1870. Donc c'est quand même un vieux tunnel qui va, comme bien sûr, connaître des aménagements futurs, heureusement, puisque sinon je pense qu'on aurait eu beaucoup de problèmes dans ce tunnel. Donc il y a deux possibilités de tracés aussi qui vont être débattues, projetées. Le premier, c'est Briançon-Bardonnèche, en passant par la vallée de Névache et sous le col de l'Échelle. Le deuxième, c'est Briançon-Oulx, en passant sous le col du Mont-Genèvre. Alors les Français sont plus pour l'option 1 et les Italiens sont plus pour l'option 2. C'est pourquoi il va y avoir beaucoup de réunions entre les différents interlocuteurs italiens et français, donc pour essayer de se mettre d'accord. Donc en 1907, on va avoir une réunion à Oulx pour débattre du projet. Puis on va organiser un congrès à Briançon aussi la même année. Et finalement, il n'y aura aucun résultat. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Finalement, Briançon restera isolé. Et surtout isolé dans le sens où il n'y aura pas de liaison avec l'Italie directe par train. Et surtout, comme pour le projet de tramway électrique à Briançon, c'est que la Première Guerre mondiale arrive, et c'est pareil, c'est plus la priorité. Pour donner un ordre d'idée, pour donner l'isolement de Briançon, il faut compter 19 heures pour faire Briançon-Paris en été, 22 heures en hiver, entre 8 heures et 11 heures pour aller à Grenoble, et il faut compter 2 heures et quart pour aller à Gap. Quand même. En 1907. Puis en 1920, donc après la Première Guerre mondiale, les discussions sont pas forcément abandonnées. On a un nouveau congrès franco-italien qui remet le projet de liaison entre Briançon et Oulx sous le Mont-Genèvre à l'ordre du jour. Et en fait, on va totalement abandonner tout ce qui est études à partir de 1923. On va plus en entendre parler. Et il faut attendre 1935 pour avoir une dernière rencontre à Montgenèvre entre le sénateur italien Bouvier et le représentant briançonnais Maurice Petch. Donc un personnage très important de l'histoire politique locale, mais aussi nationale, puisque je pense qu'on pourra en parler lorsqu'on parlera de l'avenue Maurice Petch, peut-être dans un autre article sur les rues de Briançon. Et puis en fait, 1935, on est dans une mauvaise période. On est dans une période de restriction budgétaire, on est en période de crise économique, et surtout, on a peur du fascisme italien. Donc finalement, relier Briançon, en tout cas la France et l'Italie ensemble, malgré qu'il y ait déjà le tunnel du Fréjus, ça ferait une deuxième liaison, et on craint un peu nos voisins italiens à ce moment-là. Si ce n'est que on n'abandonne pas quand même ce projet, puisque après la Seconde Guerre mondiale, on a de nouveau des discussions, mais rien n'aboutira. Et encore à nouveau, dans les années 90, on revient avec l'idée d'une percée alpine, donc pareil, un tunnel sous le Mont-Genèvre. Et ce projet, il est porté par surtout un homme qui est Robert de Caumont. Donc on va avoir beaucoup d'études qui vont être menées dans le but d'essayer de trouver le meilleur tracé, la meilleure liaison possible entre l'Italie et la France. Et lui, Robert de Caumont, il va défendre en fait la liaison toujours de Briançon-Oulx par la percée d'un tunnel sous le Mont-Genèvre. Puisqu'il y a d'autres projets qui émergent de liaison entre la France et l'Italie, mais qui vont être plutôt dans le sud des Alpes de Briançon, et surtout au niveau du Mercantour. On va avoir dans ce qu'on appelle les Alpes de Haute-Provence un autre projet de tunnel. Et puis finalement, le projet en fait est jugé beaucoup trop onéreux, et surtout dans les années 90, on a quand même un développement les premiers prémices d'un développement écologique.
Et on juge que déjà en fait il y avait aussi le retour du projet de tunnel sous le col de l'Échelle. Et en fait on va avoir une opposition au projet. Et cette opposition va être menée par une personnalité qui est le juge Rabinovitch et surtout Émilie Karl pour le classement de la vallée de la Clarée et puis surtout en fait pour limiter le trafic, puisque le projet en fait il allie à la fois le trafic le transport ferroviaire mais aussi routier, parce que ça allait être un tunnel mixte, voilà. Ah oui. Donc en fait il y a eu une peur d'avoir on va dire une pollution par le trafic routier, surtout dans la vallée de la Clarée, donc on va la classer. Et ça va devenir une vallée protégée et du coup moins de trafic routier. On peut plus avoir de projets routiers dans cette vallée. Voilà. Et depuis, je pense que c'est aussi dans les années 90, c'est le moment où il y a le projet, la construction de la 51. Et le premier en fait, la 51 devait relier en fait le sud de la France jusqu'à Briançon et ensuite relier l'Italie. Voilà. Aujourd'hui, ça va jusqu'à Tallard et pas plus. Hein. Et en tout cas, après, pour la partie Hautes-Alpes, on retrouve un morceau de peut-être la 51. Voilà. C'est toujours à l'ordre du jour, mais peut-être que financièrement, c'est pas viable. En tout cas, aujourd'hui. Voilà. Et depuis, on n'a pas eu d'autres projets de liaison avec l'Italie. Peut-être avec les JO, on sait jamais. Ah oui. Et pour revenir du coup à la gare, puisqu'on s'est un peu éloigné, mais on était plutôt dans la genèse de la construction de différentes lignes, et puis en fait le point névralgique ça reste quand même Briançon, hein. On veut relier Briançon à l'Italie pour toucher aussi pour avoir des échanges commerciaux humains, etc. Bref, pour revenir à la construction de la gare, donc elle est construite entre 1880 et 1884. Donc c'est un bâtiment qui est relativement on va dire récent, mais qui est quand même symbolique de l'époque du développement de Briançon, développement économique. On va voir en 1912, on va paver la cour. Et puis on va en 1913, un an plus tard, construire un bureau d'octroi dans le bâtiment de la gare. Et en fait la commune de Briançon va louer un local à la PLM. Alors qu'est-ce que c'est l'octroi ? C'est le lieu de perception de l'impôt sur la circulation des marchandises. Donc c'est logique que ça soit à la gare, puisqu'il y a une circulation des marchandises. Et on n'a pas forcément de gros travaux jusqu'aux années 80. Et là, on va vraiment moderniser la gare. Donc, on va agrandir le bâtiment des voyageurs. On va remplacer l'éclairage et la signalétique. On va construire un abri de quai. On va remplacer le mobilier de quai aussi. On va aménager une gare routière. Et surtout, on va aménager un parking. Voilà. Donc, entre 1980 et 1986, c'est la grosse période de modernisation, de réaménagement de la gare. Parce que finalement, si elle est restée dans son jus depuis la fin du 19e siècle, il n'y a pas eu gros travaux en fait finalement. Et puis peut-être qu'avec le développement le changement aussi, le développement de d'autres le train se modernise aussi, hein. On passe on va plus vite, d'une locomotive à vapeur à un train électrique. Oui, il faut les modernisations de la ligne, donc on va avoir des temps de trajet qui vont être réduits. Donc il faut aussi, donc qui dit temps de trajet dit aussi réduit, dit aussi afflux de personnes peut-être aussi plus régulièrement. Donc il faut pouvoir répondre à la demande. Sachant que je l'ai pas évoqué, mais on va dire que Briançon va connaître aussi un développement économique, mais aussi touristique. Donc la gare va être stratégique dans le sens où on va avoir un afflux de personnes qui viennent au ski et qui viennent aussi pour des traitements pour des raisons climatiques. Donc puisque Briançon va devenir une station climatique, donc
on voit, il y a beaucoup d'archives qui parlent un peu de promotion de la ville, et ça passe aussi, c'est des affiches, ce qu'on appelle les affiches PLM, donc c'est des affiches de promotion de la ville, alors que ça soit au niveau du ski, au niveau de la station climatique, et en fait c'est quand même la compagnie PLM, donc c'est l'exploitant du réseau ferroviaire qui fait la promotion. C'est important voilà. À l'époque. Ensuite, entre 1999 et 2002, on va avoir encore un réaménagement de la gare, avec l'aménagement du parvis et de la cour, le réaménagement de la façade du bâtiment, et surtout, en fait, on va commencer à réfléchir à la rénovation de la gare dans l'optique pas de l'accueil des JO, mais Briançon va devenir aussi un lieu de transit pour les JO de 2006 à Turin. Donc il est projeté le réaménagement du quartier de la gare. Donc là, on est plutôt sur le quartier. On n'est pas sur le bâtiment de la gare. On va voir l'aménagement. C'est un projet, hein, du coup, qui s'est pas forcément tenu. Il y a des choses qui vont être retenues, d'autres non. Aménagement de la place, création d'un carrefour giratoire, aménagement et sécurisation de l'accès au centre de secours des sapeurs-pompiers, et aménagement de parking et couverture des quais d'embarquement pour autocars. Alors, dans ce qui a été retenu, on a l'aménagement et la sécurisation de l'accès au centre de secours des sapeurs-pompiers, on va créer une voie. Le parking. Et le parking, et puis surtout, on va avoir au niveau en fait, le parking, c'est plutôt au niveau de la gare routière, une séparation entre le stationnement pour les autocars et les usagers. Voilà. Le carrefour giratoire, il était prévu vraiment devant la gare. En fait, il y aurait eu un nouveau rond-point, sachant qu'il y en a un qui est ce qu'on appelle le rond-point des Toulousanes. C'était pas forcément, ça n'a pas été retenu. Et en plus, pour aménager ces différents projets, il était prévu de détruire l'hôtel de la gare, donc qui se situe juste en face. Donc finalement, en fait, ça s'est pas réalisé. Et puis en 2014, le conseil municipal va demander à ce que la gare, elle change de nom. Elle s'appelle plus la gare de Briançon, mais la gare de Briançon-Serre-Chevalier, puisque l'office du tourisme, en fait, vient d'être renommé, Briançon-Serre-Chevalier-Vallée. Et je n'ai aucune officialisation du nom, puisque je pense, si on regarde le fronton aujourd'hui de la gare, elle s'appelle toujours gare Briançon SNCF. Donc elle n'a pas été baptisée gare de Briançon-Serre-Chevalier-Vallée. Merci beaucoup. Mais de rien.